Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico sur Radio J. Classico spécial Ligue des Nations et qualification des Bleus pour le Final Four. La France qui s'est imposée hier soir face aux Croates au tir au but au terme d'une belle soirée au Stade de France. On analysera cette double confrontation qui avait pourtant bien mal commencé la semaine dernière mais qui a fini par sourire à la sélection de Didier Deschamps qui a gagné des points hier soir. Que retenir du retour de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque et comme capitaine des Bleus? Michael Olysée est-il la nouvelle star des Bleus? Et qu'attendre enfin du match de demi en Allemagne contre l'Espagne? Voici nos questions, les réponses ne vont pas tarder. Voici le casting du soir. Et bonsoir d'abord Alexis Vizan. Salut Alexis. Salut, bonsoir à tous. Alexis, d'abord une note pour ce match? Moi j'aime bien ce genre de match, les tirs au but, la l'égalisation en deuxième mi-temps, donc je vais mettre 8 Et un homme sur 10. Hier soir Olise évidemment. Ouais. On peut mettre Meunier aussi, mais c'est sûr que c'est son premier vraiment gros match dans lequel en fait il est décisif, donc ça, sur un match qui compte, même si ça reste amical entre guillemets, c'est le tournoi, mais ça compte quand même, c'est important pour lui et pour l'équipe de France. On y reviendra en deuxième partie. Bonsoir également à Mickaël Marcelo. Salut Mickaël. Salut Steve, salut à tous. Bienvenue dans Classico. Je rappelle que tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et que tu animes l'émission Panenka. Pas de Panenka hier soir. Non, personne n'a osé. Un mot pour résumer cette soirée? Magnifique. Franchement, ça nous rappelle, évidemment à moindre mesure, parce que c'est pas trop l'enjeu, mais la dernière remontada qui avait été faite au Stade de France, c'était contre l'Ukraine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec ça. Sakou. Exactement. Donc c'était bien. Moi aussi, je la sentais venir. Je me suis dit, c'est vrai que voilà, la France est capable quand même au Stade de France de refaire ça face à une Croatie qui a quand même une génération très vieillissante. Ils l'ont fait, ça a été très très difficile, mais finalement, même dans la séance des pénaltys, ils ont l'avantage. Derrière, ils l'ont plus. Ensuite, ils le récupèrent pour finir pour gagner. Belle force mentale et toujours cette petite, on aime bien le dire, mais cette petite chance de Didier Deschamps qui sourit toujours. France-Espagne, t'es aux anges? Ouais, bah oui. Et parce que surtout, avant toute chose, avant de parler de mes ressentis à moi, ça va être un super match de foot, je pense. Ce sera le sujet de notre troisième partie. Notre invité du soir est journaliste à Libération. C'est surtout un ami de Classico. Il va nous faire profiter de son regard sur le match des Bleus, mais aussi sur la sortie de la Croatie, sélection qu'il affectionne. Bonsoir et bienvenue Grégory Schneider. Bonsoir Steve, bonsoir messieurs. Grégory, merci d'être avec nous. Victoire finalement assez logique des Bleus hier soir. Oui, ils auront pas laissé grand chose. Ça a pas été, je trouve, très très brillant offensivement, mais ils ont été interdits de séjour dans les 30 ou 40 mètres français, les Croates. Et c'est quand même là que le match le match s'est tramé. Le fait que les Bleus en mettent 2, c'était prévisible. Le fait qu'ils en encaissent pas, ça c'est pour moi ça s'est tourné là. Donc comme homme du match, j'aurais plutôt mis Monsieur Dayot ou Pamecano. On y reviendra dans les tops et les flops en première partie. Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est Benjamin qui était commande ce soir à la réalisation. Classico saison 5, épisode 136. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Messieurs, est-ce qu'on peut d'abord parler de match référence avec ce France-Croatie, comme tu nous parlais tout à l'heure, Mickaël, d'un France-Ukraine qui avait été important dans la constitution du groupe de Didier Deschamps et dans la suite de son histoire. Grégory, est-ce que ce France-Croatie restera? Non, moi, très franchement, enfin, pour les spectateurs, je peux pas parler à leur place. Ils se feront peut-être leur propre idée, leur propre ressenti. Mais je pense qu'à l'échelle des joueurs, ce sera quand même collectivement, ce sera vraiment light en fait. Ils sont quand même dans une période où ils ont tous un petit peu l'esprit ailleurs. Ils ont fait le job, ils se sont comportés en professionnels, il n'y a pas eu de soucis. Il y a eu aussi, ils ont corrigé le tir par rapport à ce qu'ils avaient fait 3 jours avant. Je veux surtout pas dire de mal, mais je pense qu'ils n'ont pas vécu un truc collectif qui vaut le centième de ce qui s'était passé en 2013 par rapport aux Ukrainiens. Où parce là, que c'est la Ligue des Nations, parce que ce sont les quarts. Ce sont les quarts, c'est la Ligue des Nations qui est quand même une compétition dévalorisée. Alors, par contre, il y a des choses à aller chercher individuellement chez certains joueurs, mais ça c'est pas tout à fait la même question. C'est-à-dire que tu ne sors plus avec le même regard sur la charnière centrale, tu ne sors plus avec le même regard sur Michael Olysée. Il y a 2-3 choses qui ont bougé. On parlera des joueurs tout à l'heure, voilà, mais à titre collectif. Non, ils ont comment dire, en même temps, ils ont quand même respecté leur métier.
ils ont quand même été professionnels, ils ont quand même mis un petit peu plus qu'envoyait le service minimum que t'envoies en sélection à ce moment-là. T'en doutais un petit peu après le Oui, match aller? je me posais la question, effectivement, parce que ils sont mieux dans... Écoutez, le foot de sélection a été démoli par les clubs, en fait. On n'invente rien. Là, on les a fait jouer à 3 jours. Rendez-vous compte, on les fait jouer à 3 jours d'intervalle. 120 minutes 120 minutes. La fenêtre internationale est close dès le dimanche soir. C'est quand même complètement fou. D'habitude, c'est quand même quelque chose qui est sur 10 jours, puisque là, ils ont promis au club qu'ils les renvoyaient lundi. Donc, il n'y a pas eu un entraînement collectif. Il n'y a pas eu c'est vraiment... Tu jettes... C'est comme un Mikado, en fait. Qu'est-ce que Deschamps a le temps de faire dans cette période-là Un peu de calinothérapie, un petit peu de quand un joueur est pas très bien au club, tu lui dis bon écoute, ici t'as ton bol de soupe, t'es un petit côté la pension les peupliers quand t'es pas très bien, voilà, mais il fait un petit peu, comment dire, il est un peu sur les marges managériales que vous pouvez imaginer, il est sympa avec eux, il réinstalle un petit peu médiatiquement Mbappé dans le paysage. On parle pas tellement de football en fait. Et il prépare peut-être déjà aussi la prochaine grande compétition, Mickaël et Alexis. Non, mais pour moi, en fait, ce qui est surtout important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai comparé par rapport à l'enjeu que tu perds un match aller et que tu gagnes un match retour, mais c'est totalement différent, bien évidemment. Après, la seule chose qui est intéressante, c'est que on avait de gros doutes jeudi dernier après le match contre la Croatie. Ils ont gommé une partie de ces doutes-là avec une réorganisation tactique de la part de Deschamps qui a pour moi été très intéressante et qui a été la clé d'ailleurs de ce match-là. On les a vus en grande difficulté dans le jeu, dans le pressing, au milieu de terrain surtout, et ce milieu à 3. Là, on est passé en 4-2-3-1 avec Olysée en 10 et on a vu la différence tout de suite. Donc pour moi, ça, c'est surtout un match qui a énormément rassuré l'équipe de France parce que même si c'est en Ligue des Nations, sortir contre cette génération-là de la Croatie, avec l'équipe et le vivier que t'as, sans manquer de respect aux Croates, ça aurait été quand même... ça aurait fait tâche, un petit peu, je trouve. Alexis ? Oui, moi, je trouve que collectivement, en fait, c'est l'histoire du groupe qui fait que c'est pas un match référence parce que le collectif est déjà construit. En 2013, t'avais quand même tout un historique avec Nice Na, tout ça, qui fait que c'était un moment fondateur du groupe. Là, dans l'évolution et l'histoire du groupe, je trouve que c'est moins le cas parce que le groupe est déjà construit. Là, c'est que des ajustements comme Doué, des choses comme ça, ou Olis qui apparaît, mais donc on parle est-ce des que joueurs. ça aurait pu aggraver certains doutes au sein du groupe ? Ça aurait pu. Alors par contre, il y a un autre point justement que j'allais y venir, c'est que moi, par rapport à tous les commentaires sur le match aller en Croatie, j'ai pas trouvé que c'était la même chose que ce que je dis partout. C'est-à-dire que je trouve que la France a perdu, a manqué de conviction individuellement et défensivement, mais offensivement, il y a eu des vraies occasions. Je trouve que le gardien de Croate fait des super arrêts. Et il y avait des vraies prises, les actions françaises, c'était vraiment mis hors de position. Là où je trouvais que les actions et les buts croates, c'était des vraies erreurs défensives et d'inattention du collectif français. Et donc, c'était une question d'investissement et j'avais pas trop de doutes, au-delà de l'aspect tactique, etc., sur le fait que la France pouvait faire 2-0 au Stade de France, parce que au match aller, les Croates, ils ont bien joué le coup, quoi. Le but de Perisic, c'est une opportuniste, il est très fort, ça montre toujours que passe décisive et but de Perisic, c'est toujours très fort. Mais je veux dire, c'est pas des actions où les mecs sont hors de position, quoi. Donc, ouais, il y a quand même quelque chose qu'ils ont réussi hier parce que les Croates, je veux pas minimiser ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont très bons dans certaines configurations et très faibles dans d'autres. C'est-à-dire que ce que eux aiment bien faire, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle du match et ils font baisser le rythme au point zéro. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait contre le Brésil en Coupe du Monde. Et une fois qu'ils ont fait la différence, c'est bloc bas et ils savent jouer bloc bas. Et ils ont une grande faculté à entraîner l'adversaire dans leur match à eux. Vous savez que quand deux équipes de football s'affrontent, chacune arrive avec son match et celle qui impose son propre match a des chances de s'imposer. À endormir un peu. Et eux, c'est endormir. Nous, c'est plutôt dynamiser. Et on a réussi à se sortir un peu de cette séance d'hypnose qu'ils imposent un petit peu à tout le monde pour y mettre de l'intensité. Ils ont été pris à leur propre jeu. Non, on leur a imposé le nôtre. C'est-à-dire, et c'était pas rien parce que tu arrives à la mi-temps, il y a quand même 0-0 quand même. Tu t'es pas si bien. Et on a constamment été en action par rapport à ça. Alors que eux, c'est tout juste, ils donnent le Temesta, un oreiller, puis Et on a réussi à se sortir de là, alors qu'on n'a pas fait non plus un match transcendant, les joueurs n'ont pas non plus montré une qualité individuelle phénoménale et tout, mais collectivement, ils ont surmonté ça. J'ai senti le narcoleptique croate qui commençait à peser sur le et ça c'est pas rien parce que ils ont remporté énormément de matchs comme ça ou passé énormément de tours comme ça. Et d'ailleurs je trouve même que les actions en permettant d'équipe de France sont moins importantes que les actions qu'ils ont eu en Croatie. Moi personnellement je trouve que les actions en Croatie étaient beaucoup plus
impactante au match aller que la première mi-temps au Stade de France. Mais pour rebondir sur Hormis ce point-là, l'action sur de la- Barcola avec la passe de Lille. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à l'aller qui a davantage marché hier, Mickaël? Mais pour Est-ce moi, que c'est un problème de composition? Tu non, parles du milieu de bah terrain, oui, d'Olysée. mais bien sûr, mais surtout pour moi, ça a surtout été dans le côté athlétique et le côté pressing, parce que je trouve qu'au milieu de terrain, ce qui s'est passé au match aller, c'était vraiment une passivité énorme dans les efforts. Non, mais passivité Vraiment. mentale, du coup, pour moi, c'est plus de Ah non, du côté physique pour mental. moi surtout. Oui, J'ai mais c'est trouvé, lié au mental, j'ai- je trouve j'ai que c'est trouvé moins- Rabiot, Guendouzi, Tchouaméni très 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 en dessous au match aller, dans la capacité à venir presser et surtout à venir aider leur défense. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, tu pointais tout à l'heure, des gros problèmes défensifs. Pour moi, ces gros problèmes défensifs, ils ont été parce que le milieu de terrain a souvent lâché sa défense. Et on voyait très souvent un énorme écart entre les milieux de terrain et les défenseurs. Et c'est pour ça que des joueurs comme Perisic s'amusaient bien dans ce cadre-là. Alors que hier, pour moi, l'arrivée en 4-2-3-1 avec vraiment un double pivot Koné Tchouaméni qui est basé sur la récupération de balles, bah, ça a bien fonctionné. Et derrière, il y a eu quelque chose aussi de très intéressant, c'est ce 4-2-3-1 avec Olise, pour moi, on va en parler tout à l'heure, hein, mais qui a tout changé, qui faisait vraiment parfaitement la transition entre le milieu et l'attaque, qui des fois était capable d'aller sur un côté. Il y a eu beaucoup de permutations hier, notamment avec Dembélé, avec Mbappé. Et j'ai trouvé que c'est vraiment là-dessus qu'ils ont réussi à gêner cette équipe croate. Et il y avait beaucoup plus d'impact, excusez-moi, qu'au match aller. Moi, pour moi, c'est Alexis plus. et J'ai dit ça Grégory. pas Grégory, mais pour moi, c'est même pas une question de tactique. Je trouve que c'est vraiment plus dans l'approche du match. Bah oui, non, mais Oui, au niveau c'est-à-dire que même, de je ce que pense tu donnes. Non, mais je pense que même. Si, Après, il y bon, avait un cette score à équipe-là- remonter. c'est Voilà, pas le même, cette équipe-là a été même faite pour ça, mais je scénario. pense que même avec une autre équipe, on sentait que les Français avaient envie un peu de répondre par rapport au match aller où ils se sont sentis bousculés et bougés. Bah, bien sûr. Grégory Schneider. Et le match aller, Deschamps l'a mis sur le dos, parce qu'il faut décrypter un petit peu ce qu'il raconte. Il a mis sur le dos de quelques joueurs, en fait. Il a parlé d'erreurs techniques dans les sorties de balles. C'est très vrai. Ce qui est vrai. Donc là, on va donc Ce qui était vrai, hein. Saliba, mon ami, Konaté. Rentre ici, Rabiot, c'est-à-dire que c'était sur les quelques joueurs et les latéraux, c'était sur les quelques joueurs qui devaient sortir le ballon qu'il a mis le curseur. Ce qui peut... A raison, selon toi? Oui, je pense qu'il il les a un peu lâchés en pâture à la presse, oui. Enfin aux médias. C'était un petit peu l'idée, ce qui lui permet de lui se dédouaner. On connaît le jeu. Ouais, Donc là, peut-être aussi de bouger ses joueurs, oui, de leur enfin, envoyer c'est- un message indirect. Ça bah, peut être mal pris, mais. il les a changés aussi parce qu'il a Voilà. mais effectivement ça a réveillé un ou deux, mais en fait ça pose donc la question des prestations individuelles parce que hier la qualité de relance était très différente. Oui. Les premières passes ou les premières orientations de corps où c'était beaucoup plus rapide, donc pas de quoi non plus mettre l'équipe croate sur le toit, faut pas non plus exagérer, mais à la longue ici ça fatigue, tu vas taper du côté de Guardiola, c'était un petit peu compliqué, mais je pense qu'il faut en arriver assez vite au cas individuel quand même. Guardiola, très bon joueur, j'adore ce. On parlera des Croates dans un instant. Une victoire comme un soulagement pour Didier Deschamps. Écoutez sa réponse au micro de TF1 juste après le match. On a vraiment senti une forme de libération. Ah non, c'est pas une libération. Vous savez, quand je gagne un match, je suis toujours content. J'en gagne pas mal, heureusement, autrement je serais plus là. Mais il faut apprécier. Voilà, après s'être mis dans une situation très compliquée, avec ce score de 0-2, être capable de faire ça. Évidemment que l'équipe de France a des joueurs de qualité, mais il y a un manque d'expérience encore, il y a de la jeunesse, mais on a fait un match de très très haut niveau et face à une belle équipe, donc il faut apprécier ça. Ça doit servir à ce groupe qui est plus jeune par rapport aux échéances qui se présenteront devant nous. Grégory, une élimination aurait été malgré tout ennuyeuse pour Didier Deschamps, malgré ce qu'il dit. Il s'est donné de l'air en annonçant la fin de son mandat en 2026 et il a déminé ce scénario-là, pour être très précis. C'est-à-dire qu'effectivement, on sentait quand même un environnement qui était pas très amène envers lui. J'ai été surpris de la vitesse avec laquelle Diallo l'a confirmé après l'élimination contre l'Espagne. Le lendemain à 15h, il le confirmait. Enfin, j'ai jamais vu un laps de temps. Signe qu'il y avait quand même le feu. Il y a certains médias qui ont quand même poussé pour dire bon, maintenant ça va, ça suffit. Et il a réussi cette manœuvre en fait de dire attendez, là c'est ma dernière échéance. Vous voulez Zidane, il arrive derrière, vous inquiétez de rien parce que je vous la fais tout de suite. Hein. Donc, les 12 ou 13 prochains mois auraient été particulièrement longs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait eu un point d'appui. S'ils avaient été sortis hier et qu'ils s'étaient accrochés au poste, il y aurait eu un point d'appui qui aurait pu... c'est pas les mêmes conférences de presse avant, après ouais, le qui aurait match, pu faire mal. Oui, c'est pas les mêmes débats à la télé. Et tout ça compte hein, pour eux. C'est vraiment... Parce qu'on parle de l'équipe de France, c'est pas un club. C'est-à-dire que l'équipe de France est quand même un petit peu comptable de la manière dont ça se passe autour, des débats télé, de la vie des uns, des autres.
Un club, c'est privé. Hein. Le Qatar Doha dit je m'étends, ils doivent rien à personne. Les joueurs sont réceptifs à cette pression, à cette communication, Oui, au débat. tout à fait. C'est vraiment quelque chose. En fait, le maillot, Ils la vivent. Ils le vivent même plus intensément encore que Deschamps. C'est-à-dire que le maillot pèse infiniment plus lourd. Si vous vous posez la question de la timidité des premières sélections de Griezmann, d'Upamecano ou d'Olysée, alors qu'on parle dans l'absolu de grands joueurs, la différence, elle est là. C'est-à-dire que le maillot pèse des tonnes, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'il a réussi effectivement à alléger l'effet d'une éventuelle défaite. Et tant mieux pour lui, ils sont passés. Après, c'est vrai que ce que Grégory dit est totalement vrai, mais d'un autre côté, tellement injuste, parce que Deschamps a peut-être l'impression d'être poussé vers la sortie, alors que n'oublions pas, moi je le répète, mais n'oublions pas, alors évidemment, gros respect à Laurent Blanc aussi, parce qu'il a débuté, on va dire, un petit peu tout ça en récupérant, non mais c'était très très compliqué quand on a récupéré quand même cette équipe en 2010. Il faut pas oublier en fait d'où vient l'équipe de France et d'où finalement elle a terminé. C'est-à-dire que 8 ans après des joueurs qui refusent de descendre d'un bus, un joueur qui est renvoyé des insultes à la presse qui raconte un peu n'importe quoi sur certains trucs, des fois des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies, un carnage total, et l'équipe de France qui fait honte à tous ses supporters dans le monde entier. 8 ans après, donc 2 éditions après de la Coupe du Monde, réussir à la gagner, on minimise énormément ça. Et derrière, on avait très peu vu sur ces dernières années un vainqueur de Coupe du Monde qui 4 ans après, surtout que normalement il y a une malédiction, ça sort en poule, revenir 4 ans après, aller en finale et sortir au tir au but de cette finale-là en revenant des enfers. Non, il faut quand même dire que juste pour terminer, que le parcours de Deschamps est tout simplement extraordinaire. Et que après, oui, je comprends que les gens, ça fait 12 ans qu'il est là, que les gens veulent changer. C'est les 14 ans. C'est-à-dire que ça fait longtemps. C'est pas sur ses résultats qu'il était, effectivement, il a raison, c'est pas sur ses résultats qu'il les gens veulent Zidane aussi. Mais 14, et puis on peut gagner autrement à un moment donné. C'est-à-dire que le fait qu'un mec gagne, d'accord, mais peut-être qu'on aurait gagné différemment avec lui, peut-être qu'on s'en Il y a une forme d'usure. Une forme d'usure, non. Moi, je la ressens pas chez les joueurs. Après, c'est vrai qu'il y a une forme. Pas chez les joueurs, mais chez les supporters, je trouve. Oui, voilà. Mais parce que tout le monde veut Zidane aussi. Il y a un storytelling autour de Zidane. Mais de toute façon, vous avez quelque chose de simple, c'est les audiences télé. De toute façon, vous savez très bien que si vous mettez Zidane, vous mettez 1,5 million de plus demain devant la télé à chaque fois que de France. Un petit match de Ligue des Nations. Par rapport à Deschamps, vous mettez 1,5-2 millions des spectateurs en plus, puis ce sera plus excitant pour tout le monde, ce qui est injuste. Alors là, je suis tout à fait de son avis, c'est profondément injuste. Il a jamais raté une compétition, parce que même la dernière, avec Mbappé et Griezmann qui lui claquent entre les doigts faire une demi-finale, faut quand même, c'est pas tout à fait. Donc effectivement, je le suis, mais c'est pas le bilan sportif de Deschamps qui peut être contesté. C'est surtout que les gens veulent un changement parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Sur ce point. Non, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Après, est-ce que tu penses, je remets une petite pièce, est-ce que tu penses que les débats autour de l'arrivée annoncée de Zidane en 2026 lui pèse un peu malgré tout? Non, je pense que justement en mettant ce que disait Grégory tout à l'heure, en mettant fin au débat en disant qu'il part, ça lui évite de partir de ça. Il a quand même fait 14 ans. C'est vrai aussi que si je me place sur un aspect purement analyse de fédération, on a l'exemple de Joachim Löw en Allemagne où ça se finit quand même mal à la fin parce qu'il reste et il y a un problème de discours. Alors ça semble être moins le cas de Deschamps, mais bon voilà, on sait qu'il y a l'usure du pouvoir et puis le fait de vouloir s'accrocher alors que c'est fini qui peut rester quand on est à ce niveau-là. Après par rapport à ce que disait Michael, et même si tout ce qu'il dit sur Deschamps est vrai, moi j'aime beaucoup Deschamps, je suis un partisan, mais bon, après c'était pour moi l'équipe de France de Naïsta, c'est un problème de management avec Domenech. C'est-à-dire que il y avait quand même des joueurs de qualité et que même après, enfin, même ça a été Blanc qui a repris, etc. On dit par 2-0, c'est le chaos. C'est vrai quand même, mais t'as quand même l'équipe de France, t'as quand même des sacrés joueurs derrière, donc avec un management un peu plus. Mais la plupart de ces joueurs étaient un peu sur la fin. On est reparti avec une nouvelle génération, il fallait repartir avec ça. Mais qui est très bonne. Il met Benzema, Nasri directement. Enfin bon, il y a quand même un. Et oui, mais au final, tu gagnes en 2008 sans eux, alors qu'ils devaient incarner la nouvelle génération. Non, mais quand il reprend Blanc, il les relance bien, il les met en avant. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si je minimise pas le travail de Blanc et de Deschamps, bon, il y a quand même de la matière en équipe de France, quoi. Voilà. Après, ils ont su très bien l'exploiter et moi, j'avais pas de doute sur ça et j'aime beaucoup et Blanc et Deschamps dans leur management. Juste un tout petit mot, parce qu'on a souvent critiqué le jeu de Didier Deschamps, mais c'est vrai que malgré tout, hier, la Croatie, elle frappe 3 fois au but. Enfin, on avait rarement vu un match de Deschamps où il y a autant de domination de la part de son équipe, quand même, il faut le dire. Alors, écoutez le gardien de l'équipe de France qui est revenu notamment sur l'ambiance à la mi-temps dans les vestiaires. C'était au micro de nos confrères de TF1. Une ambiance très sereine, très concentrée. On a beaucoup parlé entre nous, on savait qu'il fallait faire encore plus. On savait que quand on allait marquer le premier but, ils allaient commencer à buter parce qu'on avait quand même des occasions. Et il y a eu un grand gardien en face sur les deux matchs. Et le plus important, c'est parce qu'on est resté serein et on a pu faire la différence.
Alors Maignan qui a été à nouveau décisif hier, il avait déjà stoppé un péno à l'aller. C'est un atout décisif, notamment quand arrive le temps des tirs au but. Juste par rapport à ce que je viens de dire sur Deschamps et le fait que ce soit Maignan juste derrière, c'est un bon pont, une belle passe. Parce qu'en fait, justement, je dirais que le seul défaut de Deschamps, quelque part, quand j'y pense souvent, c'est parfois, on peut, entre guillemets, le manque d'audace qu'il a eu en finale de Coupe du Monde, parce qu'on sait que Lloris c'est pas bon au penalty. On sait que Maignan n'était pas là, il était blessé. Mais les tirs au but, tu te demandes si t'aurais pas fait comme avait fait Van Gaal à l'époque, le changement de gardien juste avant pour déstabiliser. C'est audacieux. Est-ce que ça aurait été bien avec Lloris? Ça aurait dû se préparer avant. Voilà, c'est les petites audaces comme ça, les petits coups. Moi, je trouve que voilà, cette sensation de jeu, je trouve que ça, il manque à Deschamps. Mais est-ce que ça, on aurait gagné avec ça? On n'en sait rien. Ouais, parce que Mandanda a jamais été une terreur sur les pénaltys. Ouais, mais t'aurais pas, j'aurais pas mis Areola non plus. Non, ça allait, mais bon, on parle pas de Maignan, quoi. Areola, au péno, je rappelle qu'il fait gagner l'équipe de France en Coupe du Monde des moins de 21. Oui, c'est vrai. Des références. Non, mais pas Mandanda, mais Areola sur les pénaux, il avait fait des choses. Mandanda, non, mais. Bon, voilà, c'est un petit truc comme ça. Il a dans l'ensemble. Enfin, je trouve qu'Alexis a. Non, mais c'est pas que ça. Enfin, effectivement, il a. Par exemple, les Allemands. T'as Mayence qui fait une super saison en Bundesliga. Là, ils ont lancé 2 joueurs de Mayence en sélection du jour au lendemain. Ça, Deschamps le fera jamais. Je veux dire. Pourquoi parce qu'il lui faut toujours 6 mois, 1 an. Je touche pas Kolo Muani parce que ceci, cela. Alors, il instaure une fidélité avec les joueurs. Genre, tu m'as sorti à tel moment. Regarde, par exemple, en 2014, au Mondial 2014, il met Sakho à la place de Koscielny, alors que tout le monde sait que Koscielny est meilleur que Sakho. Mais t'oublies pas que c'est Sakho qui est. Donc Deschamps, il y a toujours un espèce de don contre don qui effectivement peut paraître un peu, peut donner une impression de pesanteur en fait. C'est-à-dire que de retard, voilà. Donc c'est effectivement, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Alexis. On a toujours l'impression. C'est aussi apprécié par ses joueurs. Oui, bien sûr, parce que tu crées quelque chose. Par exemple, Griezmann qui est passé, il a fait certaines saisons en équipe de France. Griezmann, faut s'en souvenir, la saison 2016-2017, c'est vraiment pas terrible. Il a jamais été discuté. Il y a 80 titularisations de suite en équipe de France, et ça veut dire que Griezmann, à un moment donné, se mettra carpette pour son coach parce qu'il sait ce qu'il a fait dans les grandes compétitions. Donc c'est une manière de faire. Ce que je veux dire, c'est, je veux pas les critiquer, mais comme dit Alexis, il y en a d'autres et qui des fois vont quand même dans le sens de la jeunesse, d'une respiration ou de. Là, par exemple, vous avez Akliouche qui marche sur l'eau depuis 3 mois. Vous avez. Mais non, voilà, c'est encore l'antichambre parce qu'il faut mettre Kolo Muani. Ah bah, faut mettre Kolo Muani, c'est pas terrible. Oui, mais pourquoi il aime autant Kolo Muani? Parce qu'il lui fait tourner la finale du Mondial 2022. Seulement pour ça? Ah bah oui. Et Maroc en demi-finale. Non mais Deschamps. Ouais, voilà. Non mais c'est Thuram et Kolo Muani le mettent aux portes d'un deuxième titre mondial quasiment à eux deux, puisque c'est eux deux qui font tout péter. Et Deschamps est très reconnaissant envers ce genre de choses. Voilà, ça c'est une vérité. Il oublie pas. Voilà. Et ça, alors on peut pas non plus dire que c'est un défaut dans l'absolu. C'est juste une façon de voir. En fait. Non, mais c'est une façon aussi c'est une façon de solidifier son groupe, tout simplement. Et ça, il le fait très bien. Mais c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, Steve. Moi, j'étais le premier avec Alexis à dire Ryan Cherki, Magnès Akliouche méritent beaucoup plus que des Guendouzi aujourd'hui ou des Koné. Si tu veux les instaurer dans le milieu de terrain, même c'est pas le même poste, ils peuvent jouer quand même dans la pointe haute du milieu de terrain. Maintenant, pour revenir, par exemple, à Kolo Muani, c'est vrai que sur cette saison, il mérite pas, mais Thuram mérite par rapport à sa saison exceptionnelle. Mais son Maignan. Deschamps, il règle les comptes sur la liste des 23. Alors là, la liste des 23 km ou des 25 km, là par contre, là, ça s'arrête. Mais il l'a dit en conférence de presse. Voilà. Il a dit, Cherki, c'est très bien ce qu'il fait et tout, mais il doit mériter. Comme si il faut 1 an ou 2 ans pour mériter une place. Mais sur la liste des 23, là, c'est le jugement dernier. Hein. C'est Pavard et Hernandez à la place de Mendy et Sidibé. C'est les performances des derniers mois. C'est un entraîneur de phase finale. Mais qu'il avait déjà pris 6 mois avant Pavard en point de barre avant. Et là, il tranche. Là, il n'y a plus de ceci, cela. C'est-à-dire qu'il c'est un entraîneur de phase finale. C'est pas. Mais de toute façon, c'est quoi le boulot de sectionneur? Les résultats parlent pour lui. De toute façon. Les boulots de sectionneur, c'est pas un boulot à l'année. Hein. Mickaël, sur Mike Maignan, qui était aussi décisif à l'Euro 2024. Non, sur Mike Maignan, mais il y a rien à dire. On l'a pas eu avec tout l'immense respect que j'ai pour Hugo Lloris, que je considère comme une immense légende de l'équipe de France, et je passerai mon temps à le dire dans tous les cas. C'est vrai que les pénaltys, c'était pas son point fort, et Mike Maignan, c'est un très gros point fort qu'il a. Et on a un gardien en plus très charismatique et qui va même pas chercher, parce que hier à un moment donné il passe devant le ballon du premier tireur croate. Je pense qu'il va peut-être le chambrer. Il le fait pas, il reste dans sa bulle. Il est vu, mais Grégory, comme le dit Mickaël, comme par ses coéquipiers, comme un joueur particulièrement charismatique. Je peux vous raconter des anecdotes parce qu'en fait. Non mais les 2 arrêts qui sortent sur penalty sont très durs à arrêter. Grégory, Alexis, je sais pas ce que vous en pensez. Il va aller chercher quand même son côté. Le premier, celui qui l'arrête en Croatie, déjà il s'amuse avec le laser pour rentrer dans la tête de.
de Kramaric. Non, il y avait parce qu'en fait Lucas Chevalier le connaît très bien parce qu'en fait ils ont cohabité à Lille et Lucas Chevalier c'était le jeune gardien qui arrivait tandis que Maignan c'était le alors pas tout de suite mais au bout d'un an la première année était difficile mais après c'était le boss. Et Maignan est un mec très dur en fait. C'est que comme dit Chevalier, faut pas être susceptible quand tu le croises au quotidien parce que tu peux avoir l'impression de ramasser. Par exemple, il y a des entraînements qu'il arrête au bout de 5 minutes parce qu'il trouve qu'on lui fait faire n'importe quoi. Donc tu as 2 entraîneurs des gardiens qui sont plantés en race campagne, les 2 autres gardiens qui s'entraînent qui sont plantés aussi, et Maignan il rentre, il est dans sa bagnole et il s'en va. C'est ce genre de mec là. Et une fois, alors c'est une anecdote pas mal, il y avait un match à Toulouse et je crois qu'ils perdent ou je crois que Lille perd ou gagne, donc Maignan est titulaire, Chevalier est remplaçant et l'entraîneur, je sais plus qui c'était, je crois que c'était peut-être Galtier, il met non oui je crois que c'était Galtier. Il envoie un SMS sur le WhatsApp des joueurs en disant demain lundi pas d'entraînement. Donc très bien, donc ils rentrent chez eux, ils prennent l'avion, et Chevalier rentre chez lui, arrive chez lui, et il a un message de Maignan sur le WhatsApp des gardiens en disant au fait toi tu viens à l'entraînement demain. Et Chevalier il dit bah non, on nous a dit de pas aller à l'entraînement, tout, mais il ose pas trop aller contre Maignan. Et il dit à Maignan ouais et toi? Et Maignan lui répond moi non, mais toi oui. Voilà, sous-entendu, t'as pas joué, t'es encore au-dessous, t'es encore un remplaçant, toi tu travailles, voilà. Et Chevalier, qui est quand même un mec intelligent, dit mais j'étais hyper fier. Parce que c'est comme si je rentrais dans son monde, il m'avait tendu la main, il m'avait accordé une attention. Est-ce que c'est pas une attitude de grand frère finalement? De grand frère, exactement, protectrice, mais à la Maignan. Faut quand même pas le prendre. Donc voilà, Maignan c'est un peu ce mec-là, si vous voulez. Zlatan avait agi pareil avec lui aussi à l'époque, en ayant le rôle différent. Voilà. Mais il y a un côté un petit peu. Alors effectivement, faut pas, il va bouger les mecs. Après, moi, je trouve que malgré tout, le fait d'avoir un gardien qui soit bon au péno, c'est pas une garantie évidemment absolue sur les pénaux, mais ça change quand même la mentalité de l'équipe parce que je pense que psychologiquement, pour une équipe, savoir que même si on doit tenir au tir au but, qu'on est dans le dur et qu'on a un gardien derrière qui peut le faire gagner, et d'ailleurs, les stats le disent, les 3 dernières séries de tirs au but, l'équipe de France a gagné, alors qu'on était sur une série lamentable à ce niveau-là. Et je pense que ça a un impact très important. Ça joue aussi dans la gestion du match et des prolongations. Par exemple, moi, je pense. Quand ça s'est décidé, Luis Enrique, où il était sélectionneur espagnol, il a privilégié Unai Simon plutôt que Kepa sur ce critère-là. Je me souviens, il l'avait expliqué en conférence. Avec la VAR, tu as un penalty par match ou un penalty tous les 2 matchs. Plus les séries, plus ceci. Il dit, moi je pars en compétition avec Unai Simon parce que c'est un gardien qui peut paraître plus pressé sur ce lait. Les pénaux, c'est pas un truc accessoire. Après, je ne pense pas que ça ait forcément joué hier dans la gestion de la prolongation de la France parce qu'on voit Deschamps, on entend Deschamps à la mi-temps dire on va pas au péno. Il a vraiment pas envie d'y aller, quoi. Comme s'il était un peu traumatisé, et ça peut se comprendre. Livakovic, c'est pas le premier venu. Il a tiré 2 séries de pénaux au Qatar. Mais c'est un expert de base. Livakovic. Non, moi j'allais rebondir sur ce que disait Grégory tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, on le voit d'ailleurs sur Maignan, c'est vrai que la gestion du penalty au match aller est hyper intéressante dans sa manière d'approche. Effectivement, il y a laser, mais on voit qu'il est calme, qu'il joue avec le laser. 3 minutes. Il a tenu 3 minutes. Cette manière de gérer de gérer le laser, c'est hyper. Mais il est très charismatique. À l'analyse, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est l'heure de jouer, messieurs. Alors on va retrouver l'année 2010, messieurs. France-Espagne, 3 mars 2010, match amical. Cette fois, victoire des Espagnols 2-0. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. De Toulalan aussi. Alors, ok, je trouve ça. Moi, j'ai pas trop de T'en rappelles-moi quel match? Alors, France-Espagne 2010, mars 2010, match amical, défaite des Bleus, 2-0. Grégory va démarrer donc. Et Toulalan. C'est le point, je vais vérifier quand même. Oui. C'est le point. On est avec l'équipe de France. Ah, l'équipe de France, ouais. J'ai une chance sur 2 parce qu'il était peut-être blessé, mais je vais dire Abou Dhabi. Abou Dhabi, c'est non. Ribéry, c'est oui. On peut y aller? Ouais, maintenant c'est ouvert. C'est ouvert. Thierry Henry qui s'est fait déposer par Thierry Henry, c'est bon. Vous pouvez y aller, c'est ouvert à partir de maintenant. Le Lloris, c'est bon comme d'habitude. Les Espagnols, on peut? Pas tout de suite. Ça fait 2 pour Alexis Miquel. Galas, non. Non. Abidal, non. Evra, bien sûr. Patrice Evra, c'est oui. Ça fait 2 pour Michael, 2 pour Alexis, 2 pour Grégory. 3 dans moi. T'as 3, moi j'ai 2. Tu m'oublies 1, 2. Non, j'ai 4 joueurs, non? Est-ce que. Siani, oui, bien joué. Govou est là? Sidney Govou, non. Ah, quoique, il est remplaçant. Si, il entre en jeu. Allez, ça marche. Alors. Malouda, c'est oui. Il est remplaçant également. Il entre en jeu. Ça fait 2. Gourcuff est là, non? Gourcuff est là. Bien sûr.
Ça fait. Attendez, ça fait 3 partout. Escudé. Escudé, oui, bien joué, Julien. Anelka. Anelka, c'est oui. 4 pour Grégory, 3 pour Mickaël, 3 pour Alexis. Alors, Qu'est-ce qui nous manque? il nous reste un milieu C'est de là que j'ai- terrain. Sagna. Oui, un défenseur, c'est Sagna. Alou Ça Diarra. fait. Alou Diarra, non. À moins qu'il soit. Non, il n'est pas entré en jeu. Donc Sagna, oui, il vous reste pas grand monde. Hein. Tu veux bien parce Il que moi j'avais vous dit reste- Loris aussi. Hein. C'est pas grave. Quoi? Loris, je te l'ai dit. Ouais. Oui, mais il a été compté. Ouais, il a été Loris, compté. Ribéry, j'avais dit. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai compté. Oui. Je pense que oui. Il vous reste un milieu de terrain titulaire et un attaquant entré en jeu. Qui a un milieu de terrain qui a Attaquant une. entré en jeu d'Ibri Cissé. Bravo. Ah, c'est après qu'il se C'est la blesse. Chine, ouais. Ouais. Donc il reste un milieu de terrain qui a pas mal cavalé, hein, ça qui a beaucoup de talent, mais carrière. Las Diarra. Ouais, Bien j'allais joué. hésité. Bien joué, hein, bien joué, bien joué. Ah là, celui-là, Alors, je l'ai quand même Ah, crié. ouais, Ça fait 6 pour Grégory, 4 pour Mickaël, 6-4, 3 voilà. pour Alexis. Le match n'est pas terminé, nous enchaînons avec l'Espagne. Alors, Sergio attends, Ramos. Sergio Ramos, Ça, c'est c'est oui. quoi? C'est ouvert aussi ou? C'est ouvert, c'est ouvert. Iniesta. Ouais. Alors attendez. Grégory, oui. J'ai Xavi. entendu Iniesta ici. Xavi. Xavi. Busquets. C'est oui. Attendez, je le barre pour pas me tromper. Busquets. Et j'ai un autre. Alors, Xavi, c'est non. Non? Non, je vérifie dans les remplaçants, mais. Ah, il devait pas jouer ce match alors. Non. Blessé. Ah, il est entré en jeu. Ah, aussi. Ouais. Il est entré en jeu. Donc Grégory, oui. Mickaël, oui. J'ai entendu autre chose. Moi je t'ai dit. Iniesta, c'était Iniesta, Iniesta, ouais. c'était oui. On avait déjà Ok, noté. moi il y a Xabi Alonso. Xabi Alonso, voilà. Oui. C'est Titulaire. moi, David Villa. Mickaël, c'est oui. David Villa, c'est oui, titulaire. Silva. Silva, titulaire aussi. Moi, j'ai Alors, capté. attendez, parce que vous me perdez là. Avec Jordi Alexis, Alba. oui. Jordi Alba. Jordi après. Alba, non. C'est Capdevia. À gauche. Fort, David Villa. Non? Casillas dans les buts déjà peut-être. Bah, Oui. Piqué. Alors Piqué. attendez, je vérifie pour les remplaçants. Non. Casillas, c'est oui, c'est plus facile. Bah, Bien Piqué, joué. Et normalement. oui. Piqué, oui. Alors, Puyol. attendez. C'est moi qui Grégory, 1. Alexis, Pouyol. Puyol, oui. Mickaël. Ouais. C'est Pouyol, Piqué, Elle est Ramos plus fort à sur droite. l'espagnol. Hein. Il y a pas Ah. Alors, il nous reste- Arbeloa là, Alvaro. Bravo. Difficile, Arnaud. Bien joué. On a dit Villa tout à l'heure, on n'a pas dit Torres. On n'a pas dit Torres, mais on a bien fait de pas. Ah, il était remplaçant, il est entré en jeu. Ouais. El Nino. El Nino, Mickaël. Il Là, reste c'est serré, hein. Pas tant que ça. Il reste un milieu de terrain, 2 milieux de Marcos terrain. Senna. Marcos Senna, non. Mais entré en jeu, remplaçant, oui. Marcos Senna, Villarreal. Bien sûr. Il vous reste deux titulaires. En quel Ah poste? non, il vous reste. Il y a beaucoup de remplaçants. Il y a encore 3 remplaçants. Chester et il y a Fabregas. Fabregas, je crois l'avoir vu. Oui. Pedro. Titulaire. Pedro. Ça Oui. fait Mickaël. Pedro, c'est non. Non, pas de Pedro. Un Barcelonais aussi. Non. Bon, vous l'avez déjà dit, mais je crois pas. Milieu de terrain, Barcelonais. On a dit Bousquet, Ah, Xavi, vous l'avez Iniesta. dit Ah, Busquets. Ouais, c'est- Bousquet, Busquets, c'était. ah, ok. C'est qui c'est? Ouais. Ok, Ouais. pardon. Hop, alors il vous en reste 3. 3 remplaçants? Hmm. Les 3 remplaçants. Les 3 remplaçants. Ok. Alors, Il y en a un que je connaissais pas. Raoul aujourd'hui. Albiol. Pouh, bien joué. Euh... Alors là, le deuxième, Ah, je deux peux mots. même pas t'aider parce que je ne sais, je ne Le connais. poste. Je ne sais pas. Je peux regarder là, mais je ne sais pas. C'est joueur de me dire rien. Il a pas dû faire une grande carrière en sélection, mais toi, tu dois le connaître. Je sais pas, on Tu verra. l'as. Donc Non. là, il en manque 2 en remplaçant espagnol. Il en manque 2. Il a joué. C'est un attaquant. Muniz. C'est pas Luque là, Alberto Luque. Non. Fernando Llorente. Non. Ah non, il est plus dur que ça. Non, il a eu 21 sélections quand même. Adouris. Non. Non, Adouris, c'est après. Non. Oh, je sais pas. Je peux le regarderai trouver. pas. David. C'est David? David comment? Attends. Bah, Il a joué à je crois Gérone, j'ai vu. Non, Retafe notamment. David. Non, il y a David Soria, mais c'est un gardien. Non. Retafe, il a joué au. David? Ouais. Ah non, je Je sais pas. Daniel, pardon. Je dis David, je sais pas pourquoi je dis David. Daniel? David. Ah, il sait, lui, il a trouvé. Tu peux y aller. Guiza, Ah tu oui, te rappelles oui, de lui. oui, non, Et oui, le c'est dernier, c'était Navas. Messieurs, on Navas. enchaîne. Ouais.